dans le fond, c'est si tu vas pas trop bien, l'équipe va peut-être prendre des décisions pour toi. Et ça, ben, on nous demandait de le mettre. Fait que ça, des fois, c'est des petits compromis qu'un père aidant fait. Puis, dans le fond aussi, on travaille en équipe. Hein. On n'est pas d'un silo à part des équipes. Fait qu'il faut aussi penser à nos collègues de travail. Voilà. Alors, voilà. Merci beaucoup, Benoît. Benoît est là. Bonjour, Benoît. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui. D'où es-tu en ce moment, là? Là, je suis de mon bureau à Notre-Dame. OK. Tu travailles à Notre-Dame. Oui, je travaille à Notre-Dame. Je pense que je l'ai expliqué. Là. Ça fait une dizaine d'années que je suis impliqué. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs endroits parce que j'ai travaillé. Là. Donc, ça fait une dizaine d'années. Là, j'ai tapé mon 10 ans cet été, en fait. OK. Cet Bon. été. Ouais, ouais. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est beaucoup le travail d'équipe. Peut-être que les étudiants ont des questions, des commentaires, puis Docteur Lesage est avec nous aussi. Oui, mais ça, en fait, c'est pas tout à fait toutes les équipes qui demandent aux parents d'être intervenant pivot. Ça dépend des endroits. Moi, j'étais dans une équipe ACT, là, donc un suivi intensif dans le milieu. Puis au cours des choses, ben, on m'a offert d'être pivot et moi, je me sentais aussi à l'aise d'être pivot et l'équipe se sentait aussi à l'aise que je sois pivot. C'est comme ça que ça s'est un peu installé. Il y a eu aussi une époque où la manière que je fonctionnais en tant que pivot dans une autre équipe, au début de ma carrière, c'était que pendant un certain temps, on était en interdisciplinarité et pour un certain temps, je prenais un dossier d'un intervenant pivot, je le prenais pour quelque temps, peut-être 4, 5 rencontres. Puis après ça, je retournais le dossier à l'intervenant pivot plus régulier et j'en prenais d'autres. Donc, j'avais la chance à ce niveau-là de voir beaucoup plus de gens et aussi travailler sur leur établissement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est sûr que je prétends que à mon premier jour à être intervenant pivot, ça ne sera pas été l'idéal de faire ça. Je pense qu'à travers le temps de mes observations, mon expérience que j'ai prise sur le terrain, je me sens très à l'aise à être pivot parce que je comprends le travail d'un pivot. On me l'a montré et j'ai compris le travail d'un pivot. Est-ce que ça vous va? Oui, merci. Oui. Merci. Mais c'est sûr que la première journée, c'est peut-être pas le premier pas qu'on fait en tant que pivot, en tant que père aidant, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais à travers tout ça, quand je suis arrivé dans le PAT, l'équipe PAT qu'on appelle à Louis H, ben, j'avais plusieurs expériences. Puis je te dirais, quand je suis arrivé dans cette équipe-là, j'étais probablement un intervenant j'étais probablement dans ceux-là qui avaient plus d'expérience sur le terrain. Fait que ça a été un peu systématique qui m'offre des dossiers en tant que pivot à cause de mon expérience. Merci. Sarah? Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai trouvé que ça ressortait vraiment comme l'apport humain que vous réussissez à amener pour l'intervention avec le patient. Puis là, je me demandais, est-ce que vous participez au suivi multidisciplinaire un peu? Oui, en fait, un père aidant, normalement, ben, en tout cas, des pères aidants qui se retrouvent dans le public, ben, la bonne pratique, c'est exemple, on a accès au dossier, on fait des notes, on fait nos statistiques, on participe aux réunions cliniques aussi, on participe aux réflexions cliniques avec les gens. On va travailler en partenariat aussi avec différentes personnes dans la communauté, autant dans nos services qu'à l'extérieur. Fait que oui, on fait partie, dans le fond, on est un intervenant à part entière dans les équipes. C'est comme ça, évidemment, qu'on fonctionne ici. Il y a probablement d'autres modèles, Jean-François pourrait en parler, mais je sais qu'il y a aussi des modèles où
les pères aidants ont, exemple, leur maison, leur local, et travaillent en partenariat avec les équipes, mais il y a quand même, bon, exemple, c'est peut-être plus dans le communautaire. Donc, le public réfère, dans le fond, à ces organismes-là, mais c'est pas quelque chose, ici au Québec, on n'a pas ça, là, à ce que je sache. Bien sûr, il y a quand même il y a quand même quelque chose avec Alain Métivier, le projet PASS, qui aussi travaille aussi dans la communauté, et ce n'est que des pères aidants qui interviennent, c'est vrai. À un certain niveau, oui, mais il y a des places, c'est vraiment presque juste avec, exemple, la maison des pères aidants qu'on réfère. Mais ici, ce qu'on travaille beaucoup, c'est qu'ils intègrent les équipes dans les services publics autant que communautaires. Puis en tant que tel, est-ce que vous pensez que c'est mieux que ça soit bien intégré à toute l'équipe aussi? Ben, je pense Vous que avez moins d'expérience. les deux ont leur manière de faire. Moi, je considère l'expérience qu'on a ici, ça crée quand même un impact. Je me rappelle que au projet Chez Soi, exemple, c'est un projet de recherche. Puis le bureau était physiquement fait en L et il y avait le côté, si tu veux, plus les équipes d'intervention. Dans le coin, il y avait les pères aidants, puis dans l'autre, il y avait les chercheurs, puis nous, on était dans le milieu physiquement, mais ça créait quelque chose. On mangeait ensemble, donc les discussions, ça crée quelque chose. Donc, on savait vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que parfois, l'erreur qu'on peut avoir en intégrant des pairs, que ce soit dans des comités, pas nécessairement dans l'intervention, c'est que le père, exemple, est dans ce dossier-là, de ce comité-là, pendant les 2 heures de la réunion. Après ça, il retourne chez lui. Mais quand la personne est présente sur les lieux et voit ce qui se passe, ben là, ce qu'il va apporter dans ces comités-là va être encore plus riche. Parce que là, il sait vraiment comment ça se passe, puis pourquoi ça se passe comme ça, puis pourquoi ça se passe pas comme ça. Donc, ça vient, dans le fond, la personne est beaucoup plus productif. Parce que là, il n'y a pas à apprendre, exemple, s'il est juste là 2 heures par mois, pas là à apprendre qu'est-ce qui se passe. Là. Il sait déjà, il voit. Donc, il y a un avantage à avoir la personne, le père aidant, dans le milieu, comme tel, selon moi. Merci beaucoup. Il y en a même des employés réguliers qui, des fois, viennent se confier en privé à des pères aidants pour parler de surcharge de travail, de stress, d'anxiété ou de dépression. Oui, puis il y a aussi ce qu'on rencontre, il y a des gens qui cognent à notre porte qui nous demandent de les aider dans leur réflexion clinique, exemple. N'importe quel professionnel, ça peut être un médecin, ça peut être puis des médecins et des infirmières qui cognent à mon bureau. Ben moi, as-tu 2 minutes? J'aimerais ça te parler de quelqu'un puis voir qu'est-ce que tu en penses. Pas qu'on arrive avec la baguette magique à chaque fois, mais bon, on normalise ou on essaie de trouver des issues, mais comme les autres intervenants, on amène notre saveur dans la réflexion de la personne. Mais on n'est pas des baguettes magiques, là. Hein? Je veux dire, pas moi, chaque personne que je vois, là, c'est pas en sortant de mon bureau, tout est réglé, puis ils vivent un rétablissement satisfaisant. Non, hein, c'est un processus. Donc, voilà. OK, merci. Cilia a une question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, donc premièrement, merci beaucoup pour votre présentation. Ensuite, j'ai une question un peu qui fait suite à celle de Sarah. C'est dont une d'ailleurs. Vous avez souligné qu'il y avait du travail d'équipe entre pairs. Premièrement, je voulais savoir en quoi ça consistait ce travail d'équipe-là. Ensuite, par rapport à l'interdisciplinarité, en fait, à l'équipe interdisciplinaire, vous venez de répondre à Sarah que effectivement vous étiez impliqué dans les équipes d'intervention, donc médecins, ergo, etc., j'imagine. Je voulais savoir si le statut est reconnu en fait. À quel point le statut d'un père aidant peut être reconnu et à quel point son opinion à vie peut valoir dans la prise de décision globale par l'équipe d'intervention. Ben,
au niveau de reconnaissance, qu'on parle de la profession comme telle n'est pas encore tout à fait reconnue. Hein? On n'est pas... donc, le titre d'emploi de père aidant n'existe pas encore. Par contre, dans les milieux, ce qu'on voit, c'est... Oui, on a une tâche à faire. Oh, je suis désolé, mais le téléphone sonne. On a une tâche à faire. Puis je pense qu'on est bien intégré dans les équipes. Ça prend probablement un certain temps aux équipes à comprendre, à observer. Puis le nouveau père aidant va peut-être aussi observer un peu son milieu aussi. Mais à ce niveau-là, je pense que quand un père aidant fait bien son travail, bien sûr, ses réflexions cliniques sont reconnues et appréciées. Tout à fait. Mais encore là, on est passé du titre de fou à collègue du travail, au travail. Donc, il y a une évolution qui a été faite. Mais de plus en plus, on est reconnu dans notre travail, effectivement. Et l'autre question, l'autre question, c'était en quoi consistait le travail d'équipe entre pairs? Oui, entre pairs, bien sûr, c'est un travail quand même assez nouveau, hein, ça fait 10 ans. Donc, oui, il y a des rencontres il y a des formations continues. Exemple, on a des communautés de pratique aussi qui s'établissent entre nous. Donc, c'est un peu comme ça là, qu'on travaille. Puis, bon, il y a aussi l'association qui travaille à bien structurer tout ça. Parce que, bien sûr, j'ai appris des choses. Hein. Ma matière, c'est rétablissement, puis on veut s'assurer que faut faire attention. Là, une personne qui serait pas un bon père aidant, n'aurait pas suivi la formation, ben le risque de devenir le gourou, puis fais ci, fais ça, puis dire à l'équipe, faites pas ça, faites ça comme ça. Ben, il faut aussi apprendre à bien travailler avec les équipes. Donc, est-ce que ça serait plus de la séparation de tâches ou bien comme une tâche globale Est-ce que c'est comme une répartition de tâches? Ma spécialité, c'est le rétablissement, mais en même temps, c'est comme n'importe quel autre professionnel. Si un infirmière travaille en interdisciplinarité et on a besoin de s'assurer que la personne, exemple, souvent, quand s'assure que l'hygiène de son appartement soit OK, ben moi aussi, en tant que père aidant, je peux le faire. Si un infirmière dans une équipe aussi, elle prend le temps d'aller, exemple, voir le nouveau quartier avec la personne, d'où la personne habite maintenant, ben nous aussi, on fait ça. C'est sûr que il y a une chose aussi, nous, nos évaluations ne sont pas considérées dans nos notes. Hein? Moi, j'évite de faire de l'évaluation. Mes observations, ben moi, j'amène ce que la personne dit, puis je dis de ce qu'on a discuté, puis j'essaie d'apporter le fait que la personne semble avoir bien compris ou démontre de l'intérêt par rapport à ce que je parle. Quand on parlait des composantes tantôt, ben c'est comme ça que je fais mes notes, mais je ne fais pas d'éval. C'est sûr, on regarde aussi une affaire particulière. J'ai quand même travaillé à Suicide d'Action, pas travaillé, mais été là comme bénévole à Suicide d'Action Montréal. J'ai 1000 heures de fait. Hein. C'est sûr, j'ai une certaine expertise au niveau de l'évaluation de la dangerosité suicidaire. Mais quand il y a une personne qu'on évalue qui est vraiment comme en crise suicidaire, je vais apporter un professionnel ou je vais appuyer le professionnel, mais parfois, c'est moi qui vais prendre le lead, mais c'est la professionnelle qui va vraiment faire la note comme il se doit. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, je peux le faire, mais j'ai besoin de quelqu'un en arrière de moi pour s'assurer que tout se fait bien. Puis de toute façon, quand quelqu'un est en crise suicidaire, c'est tout le temps mieux d'être à deux que seul. De toute façon. Okay, genre de choses aussi. C'est le genre de choses aussi que je pourrais t'amener comme anecdote. Mettons. Merci. Parce que l'évaluation, c'est un acte réservé. Puis nous, on insiste beaucoup pour le futur père aidant. Faites attention à ne pas commettre des actes réservés à d'autres types de professionnels. Ça, c'est ce qu'on peut observer quand on est dans l'équipe. On apprend avec le temps qui peut faire quoi et qui ne doit pas faire ce qu'un autre est supposé être le seul à pouvoir faire. Gabriel? Oui, bonjour. J'ai trouvé ça intéressant dans votre présentation lorsque vous avez parlé justement du fait que la psychiatrie était une partie de votre établissement, mais n'était pas la seule.
Puis, tu sais, c'est ça, je pense qu'au niveau théorique, on le sait que le rétablissement ne passe pas seulement par la médecine, mais passe aussi, tu sais, comme avec le fait d'aider, mettons, avec des conditions de pauvreté ou d'itinérance ou ce genre de choses-là. Mais je me demandais, dans les faits, dans les milieux, puis pratiquement, est-ce que c'est réellement le cas qu'on va prendre en charge la personne pour tous les aspects de sa vie, où on va vraiment avoir plus où on garde encore l'espèce de paradigme du fait qu'on est vraiment des spécialités qui sont séparées. Puis, en question à ça, est-ce qu'il y a des différences que vous connaissez entre des grandes villes comme Montréal et des petites villes de région? Ou est-ce qu'il y a beaucoup moins, mettons, d'organismes de soutien en itinérance? Ben, en fait, moi, je pense que par rapport à ta question, chacun a son travail à faire aussi. Hein, je veux dire, ça serait. Moi, je vois pas un psychiatre. Ben, bien sûr qu'ils le font, là, mais leur tâche première, c'est de travailler à avoir la dose et la médication optimale pour la personne, puis c'est son travail. Si on parle du psychosocial, bien sûr, là, un médecin il va aussi travailler dans le psychosocial, mais va être au courant, il va travailler avec son équipe pour nous, exemple, le père aidant et les autres professionnels à aider dans son psychosocial un peu. Si on parle de les déterminants sociaux qui prennent le bord, souvent des choses comme ça. Mais bien sûr, ta question est intéressante. Moi, ça me fait penser que c'est sûr que quand ça fluctue l'espace, et si tu veux, thérapeutique, même pharmacologique et l'espace rétablissement. Hein. Quand je suis à l'hôpital, ben, le traitement là, prend beaucoup plus d'espace que mon rétablissement ou tout ça. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Puis c'est sûr que pour l'instant, je suis peut-être sur pause. Donc, là, on va travailler sur ma médication pour que justement, à travers le temps, ben, là, que la médication va dans le fond prendre cet espace-là, puis le rétablissement va être ça, mais ça va être peut-être le contraire quand je suis à l'hôpital. Je ne sais pas si ça a du sens pour toi, là, mais pour moi, la médication, c'est important, là, soyez sûrs. Mais quand on se limite à ça, parce que se sentir utile dans la communauté, bien manger, bien dormir, c'est de la bonne médication aussi, là, si on veut. Mais quand on a justement, bon, je le dis, là, vous comprenez, si on est en mesure de bien médicamenter la personne, mais elle vit dans la rue ou elle vit dans un endroit où il y a beaucoup de consommateurs et tout ça, ben, le rétablissement, la médication va travailler fort pour faire rétablir la personne. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est un travail de tous les sphères. Là, tous les sphères. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne suis pas sûr, là, mais... Plus ou moins, mais je peux peut-être clarifier. Là. Ce que je me demandais surtout, c'est est-ce que cette espèce d'évaluation psychosociale-là est faite systématiquement? Mettons un nouveau patient là, se présente à l'hôpital pour un trouble un trouble de santé mentale qui est en crise, on lui donne des médicaments, il est rendu stabilisé. Est-ce qu'avant de le laisser d'y donner congé, on va faire une évaluation systématique de ses composantes psychosociales, puis s'il y a un besoin, on va le référer? Ou oui. Ça, c'est vraiment exceptionnel? Okay. Non. Je pense que maintenant, ben, dans les équipes, que ce soit à l'interne, il y a des travailleurs sociaux, des ergos qui sont vraiment affectés dans ces unités-là, c'est ça leur travail aussi, les infirmières aussi, prendre en considération, exemple, l'idéal, là, puis des fois, hein, ça se bouscule un peu, là, mais l'idéal, c'est s'assurer que la personne ou ce qu'elle reste, qu'elle est prête à être accueillie à nouveau. Si c'est juste de s'assurer que le ménage est fait, s'assurer que la bouffe est là, s'assurer qu'elle a... Parce que on ne sort pas d'une unité, là, puis on a notre congé définitif, là, c'est pas tout parfait. Hein? C'est pas tout parfait, on a encore des choses à travailler. Mais s'assurer qu'il y ait la relève, là, donc des équipes qui viennent, ben, comme des CIM, des cliniques externes aussi,
qui vont s'assurer là, de faire le reste. Hein? La crise est passée, mais on va travailler à aider la personne à prendre sa place dans la communauté, bien sûr. Puis je considère que l'effectif en santé mentale, et je ne le sais pas exactement, mais les proportions sont assez grandes aussi au niveau de ceux-là qui travaillent à l'extérieur des murs, si on veut, là, les personnes qui vivent dans la communauté. C'est aussi un... Ah, Benoît, on ne t'entend plus, on ne te voit plus. Ah. Bon, c'est dommage. Mais ça nous rappelle qu'on a déjà passé midi. Caroline, je vais lui texter, lui dire que c'est fini. Il va peut-être se reconnecter. Hein? Donc, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Docteur Lesage, peut-être comment on peut faire un wrap-up, si on peut, en lien avec le travail interdisciplinaire et d'équipe, là. Je pense que ça illustre comment l'importance des pères aidants à l'intérieur des équipes, des personnes qui ont vécu des choses que peut-être la majorité d'entre nous n'auront pas vécu. Je prenais l'exemple aussi de, je pense que pour la grande majorité d'entre nous, je ne présume pas, là, mais certainement pas moi, je n'ai jamais été dans une situation où je ne savais pas qu'est-ce que j'allais manger aussi. Puis là, quand j'ai entendu cette histoire-là, j'ai vraiment ressenti le défi du rétablissement, quand par exemple vous êtes dans la rue puis que vous voulez sortir de la rue, mais même beaucoup de personnes ont à faire face à ce degré de pauvreté-là aussi à ce moment-là. Donc, ça nous donne une vision holistique, humaine, mais également ça aide aux équipes aussi de mieux comprendre les personnes aussi à ce moment-là. Donc, on a souligné le message d'humanisme et quelque chose de très pratico-pratique, hein, de travail et pratico-pratique, d'imaginer ce que ça peut représenter pour la personne aussi. Rona, une dernière question ou commentaire? Juste pour conformer avec Alain Lesage, pour dire qu'ils ont toujours sous-estimé les effets de la pauvreté sur le recovery. C'est toujours en lien avec l'espoir. Si on n'avait pas la monnaie, on n'avait pas beaucoup d'espoir. C'est juste pour dire que ça me laisse toujours triste parce que l'accès à CSB, ce n'est pas le même pour les personnes en pauvreté. Et ça a diminué aussi la perception des forces quand vous êtes en pauvreté. Même si vous avez des forces, comment vous êtes supposé d'impliquer vos forces quand vous n'avez pas aucun sou pour prendre l'autobus? C'est juste un commentaire, comme toujours, parce que I'm always thinking from the margins, from the people who don't have access, and I always love wonderful things, but when they're not accessible to everybody, it always makes me feeling very sad. And I know that poverty and drug addiction and mental illness and homelessness are very, very close cousins. And so how do we increase the perception of strength in people in conditions of poverty so that they can better recover? Ça aurait été une excellente question pour Benoît qui aurait pu développer en long et en large. On devra le faire dans un autre contexte. Peut-être que vous aurez l'occasion. Je suis encore là, mais la question... Il est là. Je ne sais pas si ça a coupé, là, mais... Oui. Ben non, mais ça a beaucoup de sens, hein, nos déterminants sociaux. Hein, c'est ça qu'on parle. Hein. C'est sûr que ça a un impact sur notre établissement. Moi, je travaille depuis 10 ans avec un salaire quand même compétitif. J'ai l'impression que ça m'aide dans mon établissement. Parce que là, je me pose plus de questions. Si je peux manger, là, c'est rendu. Je me pose des questions. Où c'est que je vais aller en fin de semaine? Hein? Ça a plus de sens pour moi. Savoir donc, moi, ça m'aide beaucoup. Là. Être utile, ça change beaucoup de choses aussi. Alors, il nous reste à te remercier chaleureusement. On aurait pu continuer. Peut-être qu'on aura l'occasion, dans d'autres contextes, de poursuivre la discussion. Merci beaucoup avec les étudiants de 2e et 3e cycle en sciences biomédicales, option sciences psychiatriques.
certains ne sont pas là aujourd'hui. On avait 2 psychiatres aussi parmi les étudiants, dont Alexandre Hudon, qui a fait une excellente présentation orale à partir des conversations qu'il avait eues avec toi. Là, on pourra la revoir pour avoir une idée d'ensemble. Alors, on te laisse retourner au travail, dans la pratique de la paire aideuse. On te remercie, puis on se dit à une prochaine. Merci tout le monde de m'avoir reçu. C'est tout le temps, je me trouve privilégié de pouvoir vous échanger avec vous. Merci beaucoup. Salut.